Alors donc, on va parler donc de l'histoire des Amazones, hein, du mythe à la réalité. Alors quelques mots d'introduction d'abord pour vous dire que les Amazones, ce nom seul en fait fait rêver, parce qu'elles appartiennent à un passé lointain, fabuleux. Elles ont été dessinées par les Grecs sur les vases. Vous allez voir qu'on a plus de 550 poteries grecques qui marquent effectivement l'existence des Amazones, et on va dans cette conférence parler aussi beaucoup d'archéologie et des techniques actuelles en fait d'archéologie qui nous permettent de mieux comprendre en fait ce qui s'est passé. Elles ont été aussi chantées par les poètes et par les poètes grecs, et elles ont été aussi sculptées dans le marbre. Hein. Donc on a comme ça une vision, une iconographie des Amazones tout le long du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est très très importante. Elles sont en fait d'un même peuple, ce qu'on appelle le peuple des Amazones. Mais vous verrez que leur réalité a été obscurcie par bien des mythes. On a raconté beaucoup d'histoires au sujet des Amazones, et on va s'appuyer aussi sur ces histoires pour voir ce qui est réel ou ce qui est complètement fantasmé. Hein, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de fantasmes qui tournent effectivement autour de ces femmes qui étaient tellement particulières. Vous l'avez tout à fait bien rappelé, on est dans un mois où on utilise effectivement l'image de la femme comme les femmes guerrières, combattantes, et elles, c'était, vous allez voir un petit peu effectivement ce qu'elles étaient. Mais les premières questions qu'on va se poser d'abord, c'est est-ce qu'elles ont réellement existé? Et si oui, où ont-elles existé? Où ont-elles vécu? Et quelles ont été leurs techniques et leurs pratiques et leurs coutumes? Pourquoi elles ont enflammé à ce point-là, en fait, l'imagination des contemporains? Alors, pour mieux les approcher, on va faire un tout petit peu d'étymologie. Parce que vous savez peut-être qu'au IVe siècle, il y a des peuples, notamment leur peuple à elles, le peuple des Amazones, qui en fait n'écrivaient pas. Donc, on n'a pas d'écriture au niveau des Amazones. Par contre, au niveau de leur nom, on a 3 possibilités d'étymologie. Et c'est très intéressant parce que ça nous donne en fait des pistes de recherche. Une des premières idées, c'était l'idée que ça venait d'un mot, ou d'un nom iranien qui voudrait dire femme adoratrice de la lune. Et vous allez voir quand on va parler effectivement de leurs us et leurs coutumes, ce problème du rituel à la lune. Et on sait bien que la lune, le cycle lunaire, où les femmes sont plus ou moins connectées au cycle lunaire. Donc, femme adoratrice de la lune, c'est pas le hasard. La deuxième chose, deuxième étymologie, c'est l'étymologie donnée par les Grecs. Alors, vous savez que les Grecs racontaient, parce que ça c'est très connu, que les Amazones se coupaient un sein ou se desséchaient un sein pour mieux tirer à l'arc. Et donc, ils les auraient appelés Amastos. Parce que mastos, c'est sein en grec. Ah oui, on va parler beaucoup de seins dans cette conférence. Donc, Amastos. Et par les dérivations phonétiques, d'Amastos, ce sera arrivé à Amazon. Donc, Amazon, le nom qu'on leur donne, nous, aujourd'hui. Et puis, les ethnolinguistes les plus récents pensent qu'en fait, pas du tout. Ça viendrait d'un nom qui s'appellerait Antianaïra, là aussi d'un nom arménien, et qui veut dire « égal aux hommes ». Et on a effectivement cette 3e piste de recherche, c'est-à-dire des femmes égales aux hommes, ce qui, dans le monde antique, était une très grande particularité, une très grande originalité. Donc, je vous propose de partir avec moi sur la trace, effectivement, de ces Amazones. Alors, pour mieux les approcher, on va commencer par décrypter un peu les premiers mythes grecs. En fait, un des premiers mythes, évidemment, c'est l'Iliade, au 8e siècle avant Jésus-Christ, et voilà ce qui est écrit. On est au moment de la guerre de Troie, l'Iliade raconte la guerre de Troie, qui s'est passée en 1200 avant Jésus-Christ. On sait maintenant que la guerre de Troie a eu lieu, et que dans cette guerre de Troie, il y avait les Troyens, aidés par les Amazones, qui luttaient contre les Grecs. Et voilà ce que Homère
qui n'est pas un seul personnage, hein, comme vous le savez, hein, c'est plusieurs personnages. Voilà ce que Homère écrit. Penthésilée est la reine des Amazones. Elle accourt avec ses troupes pour aider Priam et rencontre le héros grec Achille. Le combat s'engage, puisque effectivement, hein, ils sont ennemis. Mais quand Achille transperce de son épée Penthésilée, leurs regards se croisent et le héros tombe amoureux de cette femme digne de lui. Alors ça, c'est moi qui ai mis les guillemets. Hein. Digne de lui, ça veut dire, on retrouve cette idée de femme égale aux hommes. Hein. Elle est digne du héros grec. Penthésilée meurt, parce qu'évidemment, il la tue, et le héros Achille éclate en sanglots. C'est extrêmement rare de trouver dans un mythe grec un héros qui pleure. Les héros grecs, ils pleurent pas. Et bien là, lui, il pleure. Et ça a été dessiné sur les vases grecs. Je vous ai dit qu'il y en avait, c'est en train de partir, hein, qu'il y en avait plus de 550 hein, qui ont été répertoriés où il y a des Amazones. Et voilà celui-là, où vous avez Achille, hop, qui tue Penthésilée, et l'importance effectivement du regard amoureux, mais il la tue quand même. Là, on est on serait, c'est ce qu'on appelle les Amazones mythiques, eh bien, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, donc extrêmement loin dans le passé. Si on se rapproche de nous, au IVe siècle avant Jésus-Christ, on a les Amazones qui ont attaqué Athènes. C'est-à-dire que ces femmes guerrières, elles ont attaqué la ville d'Athènes, elles ont essayé de prendre Athènes, bon, elles n'y sont pas arrivées, et ça a donné lieu, effectivement, là aussi, à des mythes, à des histoires. Et on va juste regarder ce qui était du mythe de Thésée. Thésée, vous savez, c'est celui qui avait vaincu le Minotaure. On est au IVe siècle avant Jésus-Christ, et les Amazones attaquent Athènes. Et Thésée, lui, va enlever une Amazone, Antiope, ici, hein, et il va partir avec elle. Et Antiope accepte pour Thésée de quitter le monde des Amazones, hein, le peuple des Amazones, et de partir effectivement avec son héros grec. Et leur fuite, vous le voyez là, est aidée, en fait, ou tout au moins protégée par un héros, par un soldat grec. Bon, après, ça se passe différemment. C'est pas grave. J'ai perdu un petit bout. Thésée va trouver effectivement d'autres gens et Antiope, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Mais c'est intéressant de voir que, alors il y a aussi bien évidemment les travaux d'Héraclès, hein, sur les 12 travaux d'Héraclès. Dans le 8e travail d'Héraclès, eh bien il est obligé d'aller voler aussi la ceinture d'or de la reine des Amazones, qui à l'époque s'appelle Hippolyte. Donc je vais pas les citer tous, mais il y a pas mal de mythes grecs qui racontent effectivement bien des histoires autour des Amazones. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces Amazones, elles ont toujours été présentées comme des femmes dignes de se battre contre les héros grecs. Bon, Achille, il pleure, bon, lui, il enlève, mais à chaque fois, évidemment, c'est quand même le héros grec qui gagne. Hein, pas quand même, hein. Ce sont des mythes grecs, hein. Donc à chaque fois, malgré la vigueur, le courage, la témérité des Amazones, c'est quand même évidemment le héros grec qui gagne. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, on va se poser la question, donc on sait évidemment qu'elles ont existé. On va poser la question finalement, où est-ce qu'elles vivaient? Et là, on les approche un petit peu plus, parce que, essayez de voir géographiquement, dans quel espace géographique elles se situaient. Alors, le premier qui va nous en parler, en fait, c'est... le premier qui va nous en parler, c'est un historien grec qui est Hérodote, qui est à la fois historien et c'est le premier, hein, vraiment historien grec, qui a écrit les guerres médiques, qui est historien, mais qui est aussi géographe, et qui avait une particularité, Hérodote, c'est qu'il adorait les humains. Il essayait de comprendre les gens contre lesquels, effectivement, les Grecs se battaient. Donc, il allait dans les tribus, il essayait de comprendre, et puis, il a beaucoup écrit. C'est un concierge de l'Antiquité, hein. Il nous a raconté plein de trucs, hein. Et du coup, c'est très, très intéressant, hein. Et donc, ça permet, effectivement,
d'élargir au-delà du mythe, bien sûr, eh bien quelqu'un qui les a rencontrés. Donc ça permet de les comprendre un peu plus. Alors, ce que Hérodote nous raconte, c'est que au XIIe siècle, là, oh pardon, je suis allée trop vite. Là, c'est la mer Noire. Ici, vous avez la Crimée. Vous allez voir que c'est très très important. L'Ukraine est un endroit très important pour les Amazones. Vous avez la Crimée, vous avez la mer Noire, et vous avez ici ce qui serait la Turquie, ce qui est la Turquie, et ici évidemment la Grèce. Et il semblerait, nous raconte Hérodote, que dans cette région-là, auprès d'un fleuve qui s'appelle le Thermodon, il y aurait eu, mais là on va y aller au conditionnel, il y aurait eu aux alentours du XIIe siècle avant Jésus-Christ déjà des Amazones, des femmes, qui vivaient entre elles et qui se battaient, qui étaient des guerrières. Mais ça, on n'en est pas vraiment sûr, même si effectivement on le retrouve dans la guerre de Troie. Est-ce que c'est pas vraiment quelque chose qui est uniquement des racontars? On ne sait pas trop. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'au 4e, au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait donc, on retrouve la même carte d'un peu plus loin. Vous avez ici, en fait, la Crimée. Hein. Ici, vous avez la Grèce. Et Hérodote visite cette région-là et dit que dans cette région, il y avait des femmes guerrières qui combattaient et qui combattaient de la même façon que leurs aïeuls. Donc, on les rattache finalement à ces fameuses Amazones mythiques. Celles-là, on les appelle les Amazones historiques. Et en fait, on va écouter Platon. Platon écrit aussi sur ces Amazones, et voilà ce qu'il dit. Je sais qu'il y a aujourd'hui, aux environs de la mer Noire, un nombre prodigieux. Alors, prodigieux, là, il est allé un peu fort, hein, il exagérait. Hein. Un nombre prodigieux de femmes appelées sauromates. Les sauromates, ça veut dire les femmes lézards. Alors, ça paraît étrange, mais quand on va regarder ensemble tout à l'heure leurs armures, vous allez tout à fait comprendre pourquoi on les appelle les femmes lézards. Donc, on les appelle les sauromates, hein, les femmes lézards, qui, suivant les lois de leur pays, s'exercent à monter à cheval, donc ce sont des cavalières, à tirer à l'arc, ce sont donc des archères, et à manier toutes sortes d'armes. Donc Platon corrobore finalement ce que dit Hérodote en disant oui, c'est vrai, il y a dans ce pays, la Sarmatia, ce pays des sauromates, aujourd'hui ça correspond à la Crimée et un petit peu au nord de l'Ukraine. Si vous pensez effectivement au territoire ukrainien, c'est le territoire des sauromates. Les sauromates du IVe siècle, évidemment, avant Jésus-Christ. Et donc, en fait, ce sont des archères nomades qui vont à la guerre. Mais lui, il ne dit pas qu'elles vivent entre elles. Ça, c'est des choses qui vont se raconter après. Alors, qui sont-elles? En fait, jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, tous les historiens grecs ou même romains qui s'y sont intéressés aux Amazones pensent qu'en fait, elles appartiennent à une tribu qui sont les Scythes. Alors, là, vous avez une Amazone scythe qui est en armes. Alors, les Grecs, ils l'ont habillée de la façon grecque. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Les Grecs, ils l'ont habillée à la grecque. En fait, vous allez voir leurs armures, elles n'étaient pas du tout habillées comme ça. Mais bon, ils l'ont dessinée à la grecque. Et puis, regardez là, on y reviendra. Là, elle a en fait quelque chose qui ressemble à un animal, ici, ici et ici. Voilà, elles sont tatouées. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai, parce que c'est une des grandes découvertes aussi, parce que pendant longtemps, on comprenait pas ça, qu'elles étaient tatouées. En fait, elles sont tatouées et elles ont des tatouages tribaux, c'est-à-dire des tatouages qui les relient en fait à leur tribu. Alors elles sont tatouées avec des cerfs, des élans, en fait les animaux qu'elles voient, des chevaux ou encore des oiseaux, les animaux qu'elles voient. Et donc elles auraient appartenu, elles appartiennent, parce qu'on va voir plus précisément, au peuple scythe. Alors le peuple scythe, c'est un peuple nomade qui nomadise pratiquement, je dirais, pour prendre des repères géographiques actuels, de l'Ukraine
en Asie. Mais en fait, quand on dit peuple scythe, c'est pas juste. C'est comme quand on dit peuple celte. En fait, il y a beaucoup de tribus complètement différentes les unes des autres qui sont effectivement dans ce fameux peuple scythe. Donc c'est un peuple qui nomadise, hein, et où il peut y avoir effectivement des femmes qui sont habituées à combattre, notamment pour garder le camp quand le mari, ou quand le compagnon va à la chasse, et donc pour pouvoir se défendre, ou même qui vont les accompagner elles aussi lorsqu'il y a des raids de tribu à tribu. Donc c'est pas du tout étonnant qu'on ait de ces archères, hein, ou des femmes guerrières dans ces fameuses tribus scythes aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ça, on sait que ça a été corroboré par toute une série de voyageurs. Juste une petite parenthèse, on imagine souvent le monde antique comme un monde où on ne bouge pas ou peu. C'est pas vrai. On bouge beaucoup. Enfin, les hommes, hein, pas les femmes. Elles, oui, mais pas les autres. Les femmes ne bougent pas beaucoup. Mais les hommes bougent beaucoup. Hein, et donc, ils vont voir d'autres tribus. Il y en a qui voyagent beaucoup. Pensez à Strabon, par exemple. Hein. Il y a des échanges. Et donc, effectivement, ils se connaissent, ils se rencontrent, je dirais. Et donc, on va avoir ces fameuses Amazones. Et donc, on commence à savoir que ce sont des scythes, hein, des femmes scythes. Et puis, ce qui va vraiment amener énormément de choses, c'est l'archéologie. Alors, l'archéologie, pourquoi? D'abord parce que dans l'espace scythe, donc jusqu'en Asie, on va retrouver ça. C'est-à-dire, on retrouve des tombes. Ce sont des tumulus. Alors, celui-là, il est bien dégagé, donc on le voit bien. Hein. Ce sont des tumulus que dans cette région, on appelle des kurganes. Donc, ce sont des tombes que l'on fouille effectivement d'un point de vue archéologique et qui très souvent sont marquées par des pierres dressées, pour montrer que c'est un lieu sacré, puisque c'est une tombe. Alors, je peux vous dire que quand, d'un point de vue archéologique, on les retrouve, les pierres, elles sont plus droites. Hein. Évidemment, il faut tout débroussailler pour retrouver les pierres. Là, ils les ont relevées, hein, pour bien montrer effectivement comment le kurgan était organisé. Alors, ils ont été fouillés, pas tous, et ce qui nous permet beaucoup aujourd'hui de savoir des choses, en fait, c'est toutes les techniques médicales, les avancées techniques médicales que l'on utilise aujourd'hui en archéologie. Par exemple, les tests ADN, par exemple, voilà, hein, un certain nombre, la résonance magnétique, un certain nombre de choses pour pouvoir justement mieux comprendre comment sont organisées effectivement les tombes, par exemple. Alors, il y a quelqu'un qui est très très important, qui est tout à fait vivant, qui a 60 ans aujourd'hui, qui s'appelle Jaroslav Lebedinsky. Alors il est professeur à l'école des études orientales. C'est un historien franco-ukrainien. Et lui, il travaillait, parce que là il a dû rentrer en France, comme vous l'imaginez. Il travaillait avec ses équipes sur les kurganes qui étaient en Ukraine. Donc je vous parlerai de quelques-uns. Hein, sur le superbe dont on va parler, qui est de Chermotil. Donc il travaillait sur ces kurganes avec ses équipes. Et il a fait faire des avancées scientifiques extrêmement importantes, justement sur la connaissance des Amazones. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses, en fait, que l'on ne connaissait pas. Et je dois vous dire aussi que des kurganes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup plus que ceux qu'on a déjà découverts, fouillés, analysés. Donc, l'histoire est une science vivante, bien sûr. Donc, on sait que dans les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, on aura encore beaucoup plus d'éléments parce qu'on a maintenant des techniques qui permettent effectivement de mieux voir comment les choses se passent. Donc, Jaroslav Lebedinsky, il a fouillé un certain nombre de kurganes et dans celui de Chermotil, voilà ce qu'il a trouvé. Il y avait des squelettes, bien sûr, et il y avait des armes qui avaient été retrouvées dans les kurganes. Donc, bien entendu, chaque fois qu'on a une sépulture avec un squelette et des armes, on est persuadé que c'est une sépulture de guerriers. Et pendant longtemps, on a cru que c'était des guerriers. Et maintenant, grâce au test ADN, on se rend compte que non. Il y avait des guerriers, mais il y avait aussi beaucoup de guerrières. Alors, pendant longtemps, tant qu'on n'avait pas les tests ADN,
ce que l'on voyait, ce qu'on regardait, c'était les hanches. C'est-à-dire que là, au niveau des squelettes, les hanches des hommes et les hanches des femmes, évidemment, sont pas les mêmes. Donc, on arrivait à déterminer si on était face à un squelette homme ou un squelette femme. Sauf que, quand vous avez un bout de fémur ou un bout de tibia, vous pouvez pas savoir. Hein. Grâce effectivement au test ADN, on s'est rendu compte qui donne le sexe, qui donne aussi une idée de l'âge aussi. Donc on sait qu'en général, elles étaient assez jeunes quand même quand elles sont inhumées, hein, parce que c'est des femmes qui ont des modes de vie rudes et qui combattent. Eh bien, on se rend compte que effectivement, ce sont des femmes. Et beaucoup, pas toutes, mais pas tous les squelettes, mais beaucoup sont des femmes. Et ce qu'on a trouvé aussi, eh bien, c'était des bijoux dans ces tombes. On a trouvé, alors ça, ce sont des bijoux donc de ce fameux kurgan de Chertontil. Et donc, vous avez ici des épingles à cheveux. Alors, certains bijoux sont en or, d'autres sont en bronze. Hein, vous avez ici une épingle à cheveux. Ici, vous avez un peigne à cheveux. Et vous avez ici, alors, ce magnifique pectoral, ce qui prouve aussi l'avancée technologique, je veux dire, et artisanale aussi. Hein, effectivement, des gens qui ont été capables. Alors, c'est un pectoral effectivement qui n'était pas porté par tout le monde. Hein, c'était un pectoral de chef ou de femme chef, parce que ça, on n'en sait rien. Hein, mais effectivement, on a des pectoraux comme ça. Et dans ces tombes, on a aussi, et ça c'est intéressant, on a retrouvé aussi les fameuses flèches que tiraient les Amazones, qui étaient des flèches très particulières, très ingénieuses, pas pour celui qui les recevait, parce que c'était des flèches qui, quand elles touchaient la chair humaine, rentraient dans la chair humaine et se cassaient. Et à l'intérieur de la flèche, il y avait un hameçon. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas les tirer, parce qu'une flèche, vous la sortez comme ça. Vous ne pouviez pas la sortir parce que, ou alors vous déchiriez effectivement toute la chair. Et si vous laissiez la pointe dans le membre, ou dans le muscle qui était touché, eh bien vous aviez effectivement des problèmes médicaux, hein, d'infection effectivement qui se faisaient. C'était des flèches, alors elles n'avaient pas de flèches empoisonnées. Là, il y a beaucoup de peuples qui ont des flèches empoisonnées. Elles n'en avaient pas, mais elles avaient celle-là. Elles avaient ces types-là de flèches. Par contre, ce que l'on voit dans ces tumulus, tous ceux qui ont été fouillés, c'est que l'idée que c'était uniquement... Bonjour, je vous en prie. L'idée que c'était unique, que ces femmes vivaient entre elles et qu'il n'y avait que des femmes, en fait, c'est pas vrai. Parce que dans les tumulus, dans les kurganes, on les voit qui sont inhumés avec évidemment d'autres femmes, mais aussi avec des hommes qui ont combattu. Aussi, on le voit effectivement aux blessures dans les os, qui ont combattu ou avec de jeunes garçons. Donc, en fait, cette idée que les Amazones étaient un peuple uniquement de femmes guerrières est une idée qui est fausse. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi. Ça a été une idée qui a été développée par les féministes. Mais c'est une idée, en fait, qui est fausse. Ça, il faut lui tordre le cou. Non, elles vivaient pas toutes seules, elles vivaient avec des hommes, mais elles se battaient comme des hommes. Alors, on va maintenant, qu'on commence un peu plus, on sait effectivement où elles vivaient, on sait de quel peuple elles étaient, on va essayer de voir, dans tous les mythes que l'on a racontés, si tous ces mythes, finalement, reposent sur une réalité. Bien sûr, je sais que vous connaissez la différence entre les légendes et les mythes, mais je vais quand même me permettre de la rappeler. Une légende, c'est une invention complète. Blanche-Neige, par exemple, c'est une invention. Par contre, un mythe, on sait qu'il s'appuie toujours sur une réalité, un élément réel qu'on ne comprend pas ou peu, et sur lequel on va broder pour raconter une jolie histoire. Mais il y a toujours dans le mythe un élément, un cœur qui est réel. Et c'est pour ça que ça nous permet de mieux comprendre aussi ce qu'étaient les Amazones. Alors, le premier texte qu'on va lire, vous allez voir, il n'est pas piqué des vers. C'est Justin, au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui nous parle évidemment de ces fameuses soromates. Et on va l'analyser. Alors voilà ce qu'il écrit. C'est un peuple de femmes guerrières, ça c'est vrai, qui vivaient entre elles, ça c'est pas vrai, qui s'accouplaient une fois l'an avec les jeunes gens d'un peuple voisin sur une montagne mitoyenne.
Alors ça, je vais l'expliquer d'un point de vue ethnologique quand je vais vous parler de la sexualité des Amazones. Parce que alors ça fait fantasmer tout à fait les Grecs. Hein. La sexualité des Amazones, ça leur plaisait beaucoup. Ça changeait beaucoup, manifestement, de la sexualité que eux connaissaient. Alors, elle gardait, alors ça c'est classique, elle gardait avec elle les filles qui naissaient de ces unions et elle leur donnait une éducation sportive et guerrière en leur mutilant un sein. Et voilà, il reprend cette idée qui a couru pratiquement dans tout le monde antique. Les Amazones se coupaient un sein ou coupaient le sein à leurs filles. Les garçons, ça c'est assez terrible aussi, étaient soit tués, soit renvoyés à leur père. Ça, on est au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est vrai que ça donne une image totalement terrifiante, en fait, de ces guerrières, hein, de ces femmes qui coupent le sein de leur fille, qui tuent leur fils. Bon, c'était une image tout à fait terrifiante. Alors on se pose la question, finalement, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, dans ce que raconte Justin? Première question, cette histoire de sein, il faut bien y passer par là, est-elle vraie ou pas? Alors, l'idée qu'elle se coupait un sein, en fait, les Grecs expliquaient ça en disant que ça leur permettait, pour les filles, ou qu'elles desséchaient le sein des filles, de leurs bébés filles, ça leur permettait de tirer à l'arc, de mieux tirer à l'arc, parce que à ce moment-là, ça fortifiait le bras qui tirait à l'arc, le bras droit. Et c'est vrai que quand on regarde effectivement des archers aujourd'hui, c'est un peu comme les tennisman, hein, ils ont effectivement le bras droit plus fort s'ils sont droitiers, et ils ont les archers, ils ont les index, hein, l'index effectivement beaucoup plus fort. Sauf que il y a quand même un problème, c'est que en général, elles tirent pas tellement à l'arc comme ça. Elles tirent les arcs à l'époque, ils étaient comme ça. Donc elles tiraient surtout, elles tiraient comme ça. Donc on voit pas trop l'intérêt, mais il y a eu cette idée effectivement que elles se mutilaient un sein. Alors on peut se demander pourquoi les Grecs ils ont cru à cette fable, parce qu'en fait c'est une fable. Hein. Pourquoi ils ont cru ça? Il y a en fait 3 éléments qui peuvent le faire comprendre. La première chose, et pourquoi nous, on pense que non, pas du tout, elle se coupait pas un sein. La première chose, c'est que toutes les Amazones qui ont été sculptées ou dessinées, souvent, elles ont une épaule dénudée, et on voit qu'un seul sein. Alors pourquoi elles ont une épaule dénudée? Ben d'abord, c'est parce que à l'époque, on ne coupe pas, ou très peu, les vêtements, mais on les attache. Hein, on prend des tissus, on les attache, hein, avec des agrafes, des fibules, et donc pour avoir une liberté de mouvement plus importante, eh bien avoir un bras à l'air, c'était quand même plus pratique, et puis un sein à l'air. Alors pourquoi elles exposaient leur sein? Eh bien parce que pendant la bataille contre les hommes, eh bien en fait, regardez les Grecs, c'est vrai que souvent ils combattaient nus, hein, enduits d'huile, pour qu'on n'arrive pas à les attraper, mais ils combattaient effectivement tout nus. Il y a beaucoup de peuples qui combattaient nus, hein, les Celtes aussi. Hein, ils combattaient nus, puis ils étaient eux en plus peinturlurés en bleu pour voilà faire peur. Hein, les Grecs non, ils se peignaient pas, mais ils s'enduisaient d'huile et ils combattaient nus. Et le fait de se retrouver dans la bataille face à une femme qui exposait sa poitrine, ça permettait quand même d'étonner un peu le guerrier, hein, qui avait quand même pas l'habitude de ça. Ça l'étonnait un peu, ça pouvait créer un certain nombre de troubles pour lui. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il tirait peut-être un peu moins bien, quoi, hein, à l'arc, hein, lui aussi. Donc, c'était une façon de se protéger. Et puis aussi, c'était une façon de lui montrer qu'il combattait contre une femme. Ce qui, dans les lois de la guerre en Grèce, était quelque chose de peu courant. Les femmes grecques ne vont pas à la bataille, à part à Sparte. Sparte est la seule cité grecque où les femmes vont à la guerre. Mais ailleurs, les femmes ne vont jamais à la guerre. Donc, pour les guerriers grecs, c'était d'autant plus étrange. Et c'est vrai que ces femmes, elles sont apparues quand même toujours comme très étranges, très érotiques et en même temps très étranges. Donc, elles montrent leur sein, effectivement, pendant la bataille. Alors, il y a une autre raison qui explique aussi que les Grecs aient pu croire qu'elles n'avaient pas de sein, qu'elles s'étaient coupées un sein, c'est ça. Là, vous avez une Amazone scythe et avec, vous voyez, les guerriers qui sont nus, hein, et elle porte, elle, un pectoral de combat. Et ces pectoraux de combat, on les a retrouvés dans les kurganes. C'est-à-dire, c'était en bronze, ça écrasait complètement la poitrine,
Et donc, bien évidemment, ça pouvait apparaître comme, effectivement, n'ayant pas de sein. Alors, on va les regarder. Ça, c'est un pectoral de combat qu'on a trouvé dans un courgane. Voilà, on les retrouve comme ça, hein, d'un point de vue archéologique. Hein. Et puis, une fois que c'est nettoyé, ça donne ça. Hein. Mais là, il a été nettoyé. Oui, ça change. Hein. Tout à fait, ça change. Alors, c'est du bronze. Et les écailles sont très serrées, ce qui permet effectivement aux flèches de ne pas passer. Hein, c'est la technique effectivement hein, des mailles, des cottes de mailles très très serrées qu'on voyait au Moyen-Âge. Et en fait, ça explique aussi pourquoi on les a appelées les femmes lézards. Hein, les sauromates, ça veut dire femmes lézards. Et là, on comprend pourquoi effectivement on les appelait, voilà, elles avaient des écailles en quelque sorte. Pourquoi on les appelait les femmes lézards. Et ces techniques-là d'armure étaient tout à fait habituelles chez les Scythes, parce qu'on a retrouvé notamment, alors là c'est bien reconstitué, hein, on a retrouvé une tunique de guerre d'un chef de guerre scythe, et vous voyez, il a le même, alors lui en plus c'est un chef de guerre, donc on lui a mis en couleur, hein, il a effectivement les mêmes écailles, et lui en plus il a les jambières, hein, donc, alors qu'elle n'avait effectivement qu'un pectoral. Mais ça explique pourquoi on a pu imaginer qu'elle se coupait un sein, mais en réalité, c'est complètement faux. Hein, elle se coupait pas du tout les seins. En plus, on peut penser aussi que, vu les difficultés médicales de l'époque, vu les problèmes sanitaires de l'époque, si elle s'était coupée un sein, je veux dire, elle mourrait. Hein, voilà, elle avait des septicémies, elle mourrait. Hein. Donc, non, pas du tout. Mais on croyait ça. La deuxième chose, c'est ce que nous a raconté Justin, c'est que les enfants, les garçons, ils étaient maltraités. Et alors, il y en a un qui va rallonger une couche, c'est Diodore de Sicile. Là, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc c'est 3 siècles après ce que raconte Justin. Alors lui, il raconte plus. Il dit encore, chez les Amazones, les garçons étaient soit estropiés. Alors, dans un autre texte, il raconte qu'on leur cassait les genoux. On leur cassait les genoux pour qu'ils ne montent pas à cheval, pour qu'ils ne puissent pas être cavaliers. Donc on les estropiait, voilà, on les rendait handicapés. Hein. Soit ils étaient tués, soit quelquefois ils étaient renvoyés chez leur père. Alors quand on analyse d'un point de vue ethnologique en fait ce texte, on se rend compte que l'idée, je vous en prie. Ah bah c'est bien si vous êtes libéré. Ça m'intéressait, je dis bah j'y vais. Vous avez raison. Vous avez raison. Bon, écoutez, on vous accueille avec grand plaisir. Je vous en prie. Donc, l'idée que les garçons étaient soit estropiés, soit tués, quand on regarde dans les courganes, on voit effectivement un certain nombre, il y a des enfants, enfin, ou des jeunes garçons, qui sont inhumés dans les courganes, mais on remarque jamais, ou même des adultes, qu'il y ait eu des maltraitances physiques. C'est-à-dire, il n'y a pas de genoux qui soient cassés. Alors, bien sûr, ils ont des membres cassés. Mais vous savez mais on voit qu'ils ont été soignés. Alors, ça se voit d'un point de vue archéologique, parce que quand un membre est cassé comme ça, il n'a pas été soigné, eh bien, vous avez les 2 bouts de l'os qui sont pas raccrochés. Quand le membre a été soigné, sans doute avec des attelles, j'en suis pas sûre, hein, mais je pense que c'est des attelles, à ce moment-là, vous avez les 2 membres des os, les 2 membres de l'os qui sont l'un à côté de l'autre. Après, le cal se forme, etc. Hein. Donc, on retrouve effectivement des gens qui ont des membres cassés, mais qui, manifestement, ont été soignés. Alors, cette idée de maltraitance, de genoux cassés, c'est une fable. Et cette fable, elle va courir jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ. Parce que je ne sais pas si vous savez, il y a eu des Amazones au 8e siècle après Jésus-Christ en Tchécoslovaquie, les Tchèques, notamment la reine Liboussa. Et on racontait, alors ça c'était la papauté qui racontait ça pour leur faire peur, aux autres, on racontait que eh bien les femmes qui étaient avec la reine Liboussa, qui avaient fait une forme de bataillon de femmes, eh bien les garçons qu'elles avaient, elles leur cassaient les genoux pour qu'ils ne montent pas effectivement à cheval. Donc on voit que ces folies en quelque sorte, hein, ces mythes, en fait, ça va traverser comme ça les siècles pour aller se retrouver 9 siècles plus tard en Tchécoslovaquie. En fait, non, elles les estropient pas, ça c'est pas vrai. Alors, est-ce qu'ils sont quelquefois renvoyés chez leur père? Ben ça, c'est tout à fait possible.
c'est quelque chose qu'on connaît bien en ethnologie, qu'on appelle, qui a un nom, qui s'appelle la pratique du nourrissage. C'est-à-dire qu'on va prendre les enfants, les garçons de sa tribu, et on va les envoyer dans la tribu voisine pour qu'ils soient élevés et nourris. Alors, c'est pas pour faire des économies, hein, parce qu'on récupère évidemment les garçons de l'autre tribu. L'avantage, il est double. L'avantage, il est d'abord, eh bien, de nouer des relations amicales avec l'autre tribu et d'éviter éventuellement les conflits. Parce que si vous avez vos enfants dans une autre tribu qui vont être des guerriers, hein, vous n'allez pas attaquer la tribu. Vous allez plus difficilement attaquer la tribu. Donc ça permet effectivement d'apaiser les relations entre les tribus. Et puis il y a une autre raison, c'est le problème de l'exogamie. C'est-à-dire que si, vous savez que quand on a un partenaire sexuel, il y a deux possibilités. Il y a soit l'endogamie, on prend son partenaire sexuel dans son clan, je dirais, dans sa tribu, avec un risque, effectivement, c'est qu'au bout d'un moment, on ait un affaiblissement génétique. Alors, je ne dis pas que eux, à l'époque, ils parlaient d'affaiblissement génétique, hein, mais ils avaient dû s'en rendre compte. Et quand on va chercher son partenaire sexuel en dehors de sa tribu, on parle d'exogamie. Et là, l'intérêt, c'est qu'on a un patrimoine génétique beaucoup plus riche. Et donc, pour les tribus scythes, l'idée, effectivement, d'avoir la pratique du nourrissage était quelque chose d'extrêmement important. Même si, je répète, bien sûr, hein, ils parlaient pas de patrimoine génétique, ils raisonnaient pas en tant que patrimoine génétique. Mais ils avaient dû se rendre compte quand même que c'était une façon de garder la tribu en bonne santé. Et c'est quelque chose, ces pratiques de nourrissage, qu'on connaît chez beaucoup de tribus. Hein, on a dans tout ce qui est, par exemple, la Sibérie, hein, y compris les tribus du nord de la Sibérie, il y a, c'est par exemple les Yakoutes, hein, ou par exemple les Tchouktches, eh bien, on connaît ces pratiques de nourrissage. Hein, c'est quelque chose qui est commun, donc c'est pas du tout étonnant que ça ait existé chez les tribus scythes qui faisaient effectivement comme les tribus nomades, hein, qui faisaient effectivement comme les autres. Donc les garçons. Pour les fractures des membres, j'avais entendu que chez les Spartiates, ils fracturaient les humérus et les tibias des enfants pour que le calosseux rende les os plus fort. solides. Oui, ça c'est aussi une possibilité. Mais là, Diodore, c'est pas du tout dans cette idée-là qu'il les donne. Hein. C'est pour qu'ils puissent pas monter à cheval. Oui, mais c'est vrai qu'un bras qui a été cassé, mais qui a été soigné, est devenu effectivement beaucoup plus solide. Tout à fait. Mais il faut qu'il ait été soigné. S'il n'a pas été soigné, si on a une esquille d'os qui part dans l'autre sens, c'est un peu plus embêtant. Donc, il n'y a pas, hein, elle maltraitait pas. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas eu quelques-uns qui aient été maltraités, hein, mais en général, non, elle ne maltraite pas effectivement leurs enfants. Alors, quelles sont les coutumes et quelles sont les pratiques qu'elles ont faites qui ont autant interpellé les Grecs? Parce que elles sont effectivement des femmes qui les ont énormément interpellées. Pour les avoir déjà dessinées sur plus de 550 vases, on peut imaginer à quel point elles titillaient en fait leur imagination. D'autant qu'elles étaient complètement à l'inverse de ce que eux connaissaient en Grèce. Il ne faut pas oublier, excusez-moi, que la femme grecque ne sort pas. Hein, elle est enfermée dans le gynécée. Bon, les Grecs se marient assez jeunes, mais encore ça évolue durant le temps. Elles sont enfermées dans les gynécées et elles sont dans l'espace domestique. Qu'elles aient de l'argent, qu'elles soient riches, en quel cas elles ont des servantes, ou pauvres, en quel cas elles font elles-mêmes leur espace domestique. Les hommes seuls peuvent effectivement être allés dans l'espace public, sauf les prêtresses. Celles qui sont vouées au culte ont le droit d'aller dans l'espace public, notamment évidemment dans les temples, hein, pour faire les pratiques rituelles. Mais sinon, la femme grecque reste effectivement dans son foyer et son but, c'est effectivement d'avoir des enfants, hein, de transmettre effectivement par les enfants. Ce n'était pas du tout le cas, évidemment, de ces Amazones scythes qui, elles, se battaient. Et la première chose qui a beaucoup étonné les Grecs, c'était le tatouage. Effectivement, elles sont tatouées. Et c'est intéressant le tatouage dans les tribus,
parce que ça a de multiples fonctions. Alors, les Grecs trouvaient ça extrêmement malsain parce que les Grecs ne se tatouaient pas et ils tatouaient par contre les prisonniers de guerre et les criminels. Et ça, c'était pour, s'ils s'échappaient, eh bien, on arriverait effectivement à les retrouver. C'était pour ça, c'était pour des raisons de sécurité. Donc, le tatouage, c'est quelque chose de honteux, d'infamant pour les Grecs. Or, les Amazones, elles sont tatouées. Alors, elles sont tatouées de plusieurs façons. Là, les traces aussi sont tatouées. Vous avez une Amazone, hein, celle-là, les traces, et on voit qu'elle a un tatouage tribal, effectivement, sur le bras. Ces tatouages tribaux les rattachaient à leur tribu. Et c'était, alors ça c'est un historien russe qui s'appelle Sergueï Yatchenko, qui a beaucoup travaillé sur les tatouages des tribus nomades, notamment dans la région des Scythes, parce qu'on en a trouvé beaucoup. Et donc lui, il explique, c'est son explication, que en fait les tatouages, c'était pas du tout pour faire beau, comme aujourd'hui, pas du tout. C'était pas ornemental. Les tatouages avaient une vertu rituelle. Ça avait une vertu de protection. Donc ça avait une vertu magique en quelque sorte. C'est comme un, comment dire, c'est comme un talisman qu'elles portent sur elles. Hein. D'abord, ça les rattache à leur tribu, et donc le totémisme de leur tribu va pouvoir agir sur elles. Hein. Si on a une tribu qui a comme totem effectivement un élan, on peut imaginer que l'esprit de l'élan va venir vous aider quand vous allez vous battre ou quand vous allez vous enfuir. Donc, ces tatouages sont rituels et sont effectivement une sorte d'arme spirituelle. Donc, pour pouvoir les aider. Alors, il y a aussi d'autres choses, c'est qu'il y en a d'autres qui, alors, on a mis longtemps à comprendre hein, qu'elles étaient tatouées. Vous avez celle-là, par exemple, hein, qui est une Amazone Scythe, qui est, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a une espèce de, je n'ose pas dire t-shirt, mais c'est un peu ça, hein, sans manches. Et puis, vous avez ici, en fait, ce qu'on a longtemps cru être là des manches et là des espèces de collants, pas du tout, ce sont des tatouages. Donc, elle a effectivement, elle a aussi beaucoup de tatouages. Donc, il n'y a pas que des tatouages tribaux. Et puis, la particularité, c'est qu'on a retrouvé dans les Kourganes, eh bien, du matériel de tatouage. On a retrouvé les coupelles, dans lesquelles, effectivement, il a été écrasé les sucs avec lesquels elle se tatouait, ou elle se faisait tatouer éventuellement, que dans le dos, elle ne devait pas se tatouer toute seule. Hein, elle se faisait tatouer. On a retrouvé des aiguilles. On pense aussi qu'elle se faisait tatouer avec des épines, mais les épines, on ne les a pas retrouvées dans les Kourganes, bien évidemment. Hein, elles ont disparu. Mais on a retrouvé les aiguilles avec lesquelles elle se faisait tatouer, et aussi des pochoirs. Parce que celles qui sont tatouées, par exemple, avec des élans, pratiquement c'est toujours le même. Donc il y avait des pochoirs. Et puis, bien évidemment, dès que les archéologues trouvent une coupelle, eh bien ils se jettent dessus pour gratter évidemment au fond de la coupelle, et puis ramasser les quelques miettes qu'on va trouver encore, et les faire analyser. Parce que qu'est-ce qu'elle s'enfilait sous la peau? Eh bien, en fait, on le sait. Grâce effectivement à tout ce qu'on sait maintenant au point de vue médical, tout ce qu'on arrive à découvrir d'un point de vue chimique, en fait, elles utilisaient du charbon de bois qui était brûlé, donc elles se faisaient une pâte de carbone dans laquelle on rajoutait du miel ou du suif, du gras, hein, pour que ça rentre mieux, et surtout des baies tinctoriales, c'est-à-dire des mûres, des myrtilles, des baies sauvages, hein, bien sûr, hein, elles ne cultivent pas, hein, des mûres, des myrtilles, des fraises sauvages, ce qui fait qu'elles sont tatouées en couleur. Ça, effectivement, on ne le savait pas, hein, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire de retrouver encore hein, dans les Kourganes, eh bien, elles sont inhumées avec ce que nous on appelle un matériel funéraire. Et ce matériel funéraire, c'est un don en fait qu'on fait aux morts pour qu'ils partent ailleurs avec ce qui a été autour de sa vie, quoi. Hein. On verra que les chevaux aussi hein, ont été inhumés avec un certain nombre d'Amazones. Et en fait, certaines sont parties avec effectivement leur matériel de tatouage. Donc elles étaient tatouées en couleur, ce qui pour les Grecs était quelque chose d'extrêmement particulier. Alors peut-être que c'était aussi pour faire peur,
Hein. On peut aussi imaginer que ça avait aussi une fonction pour terroriser l'ennemi. Non seulement elle montrait leur poitrine, mais peut-être aussi qu'elle voulait leur faire peur comme ça, hein, en étant effectivement tatouée. Et puis, les Amazones, eh bien, elles boivent. Et oui, ça, on en est sûr. Elles boivent. Alors, les Grecs, elles avaient d'ailleurs, on savait que les Amazones étaient des femmes qui buvaient beaucoup. Hein, elles avaient voilà, cette réputation de boire beaucoup. Et les Grecs, en fait, connaissaient comme boisson, surtout boisson alcoolisée évidemment, connaissaient le vin. Vous savez que le vin, vous savez peut-être que le vin en Grèce titrait fort, hein, entre 15 et 17 degrés, parce que on ramassait les grappes de raisin quand elles étaient extrêmement sèches, et donc on les faisait encore fermenter si possible, donc le vin était très fort, et le vin, il était jamais bu pur. On le buvait en Grèce, non pas coupé d'eau comme on croit souvent, mais on mettait de l'eau, et on mettait le vin dedans. Hein, c'était dans ce sens-là. On mettait dans le cratère, on mettait de l'eau et le vin, ce qui faisait que, évidemment, il était beaucoup moins alcoolisé et ça permettait d'en boire beaucoup plus. Et dans toutes les coupes de libation, hein, qu'il y avait quand il y avait des banquets, sur toutes les coupes, on a des Amazones qui boivent. Et en fait, les femmes grecques ne boivent pas. Ça leur est même interdit. Par exemple, à Massalia, vous savez, Marseille, hein, qui était une colonie grecque, il y a une loi qui est prise, qui explique bien que les femmes grecques n'ont pas le droit de boire du vin. Elles n'ont pas le droit de boire d'alcool. Enfin, le seul alcool qu'elles connaissaient, c'était le vin. À un seul moment, elles peuvent, parce que le vin pur est considéré comme un médicament. Quand elles accouchent, là, elles ont le droit de boire un petit coup pour les aider un petit peu, je pense, effectivement, hein, dans l'accouchement. Donc là, elles ont le droit de boire. Elles sont pas obligées, hein. Mais là, elles ont le droit de boire. Mais sinon, effectivement, c'est absolument interdit pour les femmes. C'est quelque chose. Donc, de voir les Amazones qui buvaient comme ça du vin et qui boivent du vin pur. Les Scythes boivent le vin pur. Elles ne boivent pas le vin coupé d'eau, enfin, l'eau coupée de vin, hein, comme les Grecs. Donc, ça leur paraissait totalement scandaleux. Et alors, comment on le sait? Entre autres, à cause de ça. On a découvert dans les Kourganes, bien, certaines sont parties avec leur matériel de tatouage, d'autres sont parties avec leur amphore. Hein. Chacun ses goûts. On a découvert dans les Kourganes des amphores. Alors, bien évidemment, elles sont pas, on les trouve pas comme ça. Hein. On les trouve cassées, bien évidemment. Je sais pas si vous voyez, peut-être que les gens au premier rang, vous le voyez, on voit là un peu la cassure. Mais ça, c'est de l'archéologie ancienne. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on trouvait des objets cassés, on essayait de les remettre le mieux possible et on le faisait de la façon la mieux possible pour que surtout on ne voit pas les cassures. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Hein, aujourd'hui, en archéologie, on appelle ça de l'archéologie préventive, mais quand on trouve un objet cassé, on le répare, mais on marque bien les réparations pour bien montrer que effectivement on l'a trouvé cassé et pas aussi beau que ça. On l'a trouvé cassé. Hein, et on le refait, mais voilà, c'est deux approches archéologiques différentes. Et en fait, en grattant bien, évidemment, le fond, parce qu'il reste toujours quelque chose, hein, en grattant bien le fond des amphores, eh bien, on voit que ce sont des vins grecs. Et il y a différents vins grecs. Alors, je vais pas vous faire une conférence sur les vins grecs, mais il faut par exemple que vous sachiez que dans l'île de Lesbos, les vins grecs étaient salés. On s'en est rendu compte aussi par rapport à ce qu'il y avait dans les amphores. Les vins grecs étaient, enfin, les résidus, les vins grecs étaient salés parce qu'ils faisaient tremper le raisin dans l'eau de mer. Voilà, dans l'eau de mer. Hein, et donc, effectivement, le raisin était salé. D'autres fois, il y avait d'autres choses. Mais nos Amazones, elles boivent ça. Et puis, elles boivent pas que ça. Elles y allaient bien, hein. Elles boivent en fait du koumyss. Alors le koumyss, c'est quoi? C'est du lait de jument fermenté. Alors pourquoi ils fermentent le lait de jument? C'est que comme toutes les tribus scythes, hein, ou connaissent le koumyss, hein, jusqu'aux Mongols, hein, ils connaissent le koumyss. Hein. Encore aujourd'hui, c'est en Mongolie, mais aujourd'hui c'est uniquement pour les touristes, hein, parce que les Mongols ils boivent de la vodka. Mais les touristes, on leur offre du koumyss.
En fait, c'est du lait de jument fermenté parce que le lait de jument, c'est un lait qui est peu gras, mais qui a beaucoup de sucre et de micronutriments. Donc, il fermente facilement. Et ça titre là aussi entre 15 et 17 degrés. Donc, elles boivent du coumyss de façon importante. Et là, on a les coupes à coumyss, toujours pareil, qu'on trouve dans les courganes. Il faut savoir que on a trouvé aussi, mais là, j'ai pas l'image, des sortes, ce qu'on pensait être des sortes de biberons, c'est-à-dire des petites coupes avec un bec pour allaiter les enfants, pour donner à boire aux enfants qui eux aussi boivent du lait de jument, mais pas fermenté, on leur donne pas du coumyss, du lait de jument qui était adouci avec du miel. Et on pense, donc, elle mélangeait le lait de jument avec le miel pour que les bébés puissent le boire, et on pense qu'elle l'étirait, qu'elle le diluait avec de la rosée. Pas avec de l'eau du marais, mais avec de la rosée. On n'en est pas sûr complètement, et ça nous rappelle les alchimistes qui eux utilisaient la rosée, on n'en est pas sûr complètement, mais on pense effectivement qu'elles utilisaient la rosée. Parce que les archères, les Scythes, les Amazones Scythes, ne nourrissent pas leurs enfants au sein, comme faisaient effectivement les Grecs, parce que d'abord c'était pas pratique. Vous imaginez à cheval avec un arc, un bébé au sein, comment elles faisaient les pauvres. Donc c'était pas pratique. Donc il leur fallait des sortes de biberons pour allaiter effectivement leurs enfants. Et vous avez là, je vous ai mis cette image-là parce que c'est un marque. Ça s'est vendu le coumyss pratiquement en Asie jusqu'à la fin des années 50. Maintenant c'est, comme j'aurais dit, pour les touristes, mais vous avez ces marchands de coumyss qui parcouraient l'Asie, il est là-dedans, le coumyss, ils l'ont mis dans une outre, et qui vendaient comme ça du coumyss au fur et à mesure. Donc, elles boivent, d'accord, mais non seulement elles boivent, mais elles se droguent. Et oui, elles utilisent le chanvre. Pourquoi? Vous imaginez à quel point ça a étonné les Grecs. Pourquoi? D'abord parce que c'est du chanvre sauvage. Et le chanvre, elle l'utilise beaucoup, donc il pousse dans les marais, chanvre sauvage. Et n'oublions pas que c'est une civilisation équestre. Donc elles sont intéressées par le chanvre parce que ça permet, on tisse le chanvre et ça fait des cordes. Et pour une civilisation équestre, pour les chevaux, c'est extrêmement important. Il faut avoir des cordes effectivement pour arrimer les chevaux. Donc elles utilisent le chanvre pour faire des cordes. Elles l'utilisent aussi, manifestement, elles le tissent pour certains vêtements. Pas tous, mais elles tissent aussi le chanvre pour certains vêtements. Et surtout, alors ça c'est Hérodote aussi qui nous le raconte parce qu'il les a vus, et surtout, elles utilisent, non pas les feuilles de chanvre, comme font nos ados, pas du tout, mais elles utilisent, les bourgeons de chanvre. Alors, Hérodote a assisté à une cérémonie et il raconte ça, il dit, elles jettent les bourgeons de chanvre dans le feu, la fumée les enivre, évidemment ça brûle, ça fait de la fumée, et ça leur fait pousser des cris de joie. Donc, comme quoi, ça leur faisait très plaisir. Il y a un problème qui fait qu'on ne sait pas, en réalité, si c'était courant ou si c'était uniquement épisodique. Et donc, qu'elles utilisaient les bourgeons de chanvre, vous allez voir, il y a du matériel après, archéologique, pour brûler le cannabis. Qu'elles utilisaient les bourgeons de chanvre, c'est sûr, mais pourquoi réellement? En fait, il est possible, ça c'est ce que quand on écoute Hérodote, quand on le lit, il est possible que ce soit pour une cérémonie rituelle. N'oubliez pas au tout début ce que je vous ai dit sur l'étymologie, femme adoratrice de la lune. Il est possible que à certaines époques de la lune, elles aient fait des cérémonies rituelles en l'honneur de la lune pour lesquelles elles aient brûlé du chanvre. Ça c'est possible. Elles l'utilisent aussi peut-être à des fins purement récréatives, c'est-à-dire pour pousser des cris de joie, comme le dit effectivement Hérodote. Mais elles peuvent aussi, mais ça on n'en sait rien, ce sont des hypothèses, l'utiliser à des fins médicinales. Parce qu'aujourd'hui on sait bien que le chanvre d'un point de vue médicinal, ça aide, notamment par rapport aux douleurs, par rapport aux blessures. Et quand on pense au mode de vie extrêmement rude et brutal qu'avaient ces femmes, je pense que les luxations, les blessures et tout ça, elles devaient en avoir quand même beaucoup. Et donc, utiliser le chanvre d'un point de vue médical, ça peut être tout à fait possible.
Sauf que là, tout ce que nous dit Hérodote, c'est que c'est rituel. Mais on n'en est pas, il y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être d'autres types d'utilisation. Et puis dans les kurganes, on trouve tout dans les kurganes, hein. Eh bien, on a trouvé du matériel, évidemment, pour brûler du cannabis. C'est-à-dire, vous voyez cette espèce de petite coupe là, c'est une coupe en terre cuite. C'est pour ça qu'il y a les pierres sur lesquelles on faisait chauffer les pierres. On met pas la coupe dans le feu, hein, parce que elle aurait craqué. Hein. Donc, on fait chauffer les pierres, on met la coupe dessus, et quand on gratte à l'intérieur, eh ben, on retrouve effectivement des résidus de bourgeons de cannabis brûlés. Donc, Hérodote, il dit vrai, hein. Ça paraît un peu hallucinant, mais pas du tout. Hein. Il raconte la réalité, effectivement. C'est le cas de le dire. J'ai pas fait exprès. Hallucinant, mais j'ai pas fait exprès, je vous l'assure. Mais c'est vrai, ça paraît étrange. Bon, on va dire étrange. Ça paraît étrange, mais effectivement, elles se droguent et elles boivent. Donc, elles sont complètement à l'opposé de ce qu'étaient effectivement les femmes grecques. Et puis, ce qui titillait le plus, évidemment, les Grecs, c'était la sexualité des Amazones. Parce que on racontait des tas de choses absolument délirantes, là aussi, sur leur sexualité, et ça intéressait beaucoup, ça intriguait, et ça intéressait beaucoup les Grecs. D'autant que, là aussi, les femmes qu'ils connaissaient, les femmes grecques, avaient une sexualité parfaitement normée. Je veux dire par là que les femmes grecques, mariées, relativement jeunes, n'ont pas le droit, alors elles peuvent divorcer, mais c'est très compliqué de divorcer. Pas du tout compliqué pour les hommes, très compliqué pour les femmes. Et par exemple, les hommes, eux, ont droit d'avoir des maîtresses, ils peuvent même les amener effectivement dans le gynécée, c'est tout à fait autorisé, la femme doit accepter effectivement les maîtresses de son époux. Il peut aussi amener des prostituées chez lui, là aussi la femme doit accepter. Par contre, l'inverse est totalement interdit. Les femmes n'ont pas le droit à l'adultère, et si effectivement elles sont adultères, elles sont profondément punies. Et les hommes doivent les punir, et s'ils les punissent pas, eux-mêmes sont punis. Donc, c'est pour ça que je parle de sexualité parfaitement normée. J'étais pas dans le lit des Grecs, mais en fait, elles ont des interdits sexuels très forts, pour une raison simple. Raison que n'auront pas les Amazones. Pour une raison simple, c'est que il faut pas que les enfants qui naissent soient des bâtards. Parce qu'il faut que les hommes, effectivement, puissent être certains, effectivement, que les enfants qu'ils ont viennent d'eux. Donc, pourront hériter d'eux. Ça, c'est un grand problème qui a traversé tout le monde antique. Hein, c'est-à-dire savoir surtout ne pas avoir de bâtards. Et même jusqu'au Moyen-Âge. Hein, surtout ne pas avoir de bâtards. Il faut être sûr effectivement de la généalogie pour l'héritage. Pour les Amazones, c'est pas du tout un problème, il n'y a pas d'héritage. Hein, de toute façon, les nomades n'ont pas, ou très très peu, c'est pas un cheval qui va représenter un héritage. Hein. Donc les nomades ont très peu d'héritage. Donc ça, effectivement, ça n'existe pas. Et on retrouve là, dans cette sexualité des Amazones, elles avaient une sexualité, je dirais, généreuse, et une sexualité très libre. Elles avaient un mode de vie particulièrement libre d'un point de vue sexuel. Et je ne sais pas si vous vous rappelez Justin, premier texte qu'on a vu, qui disait qu'elles s'accouplaient une fois l'an avec les jeunes gens d'une montagne voisine. Et ça, on pense que c'est vrai. Alors peut-être pas une fois l'an. Hein, et on sait que là aussi, c'est l'ethnologie qui nous aide, que c'est vrai que dans les tribus nomades, c'est quelque chose qui est très courant. C'est-à-dire que les tribus nomades s'arrêtent en hiver. Hein, elles se sédentarisent en hiver, et au printemps, elles recommencent les migrations. Et comme elles recommencent les migrations, elles rencontrent effectivement d'autres tribus qui font la même chose. Et ça donne lieu à des réjouissances importantes, et en même temps à des accouplements multiples. Donc cette sexualité très libre qu'avaient les Amazones, ça se comprend d'un point de vue ethnologique. Et ça se comprend aussi, je dirais, d'un point de vue génétique. Parce que ça permettait à la tribu d'éviter l'inceste. L'inceste étant, en fait, le tabou, le plus grand tabou de l'humanité. Parce que si une tribu dans la tribu, si on commet de l'inceste, ça veut dire que la tribu va mourir, quoi. Hein, au bout de 2-3 générations, il n'y a plus personne, quoi. Donc, c'est pour ça, qu'il y a ce tabou
aussi important de l'inceste dans les sociétés. C'est pour garder effectivement la vie. L'inceste, c'est la mort. C'est pour garder la vie. Et donc le fait de s'accoupler avec d'autres guerriers dans d'autres tribus, ça permet effectivement, pareil, de pas avoir d'inceste et de continuer effectivement la vie. Alors ça, c'était quelque chose qui plaisait beaucoup aux Grecs. Le fait qu'elles aient plein de partenaires sexuels, ça leur plaisait beaucoup. Et puis alors, elles avaient aussi une particularité que les Grecs racontent, c'est que et ça qu'on connaît bien aussi dans d'autres tribus, c'est pas les seules tribus à faire ça, c'est que quand une femme amazone, enfin une femme nomade, choisit un partenaire sexuel, eh bien, ils ont un rituel d'affrontement. C'est-à-dire qu'ils se font pas la cour en s'envoyant des fleurs, en faisant un petit tour, ou en allant au resto, pas du tout, en partageant voilà, un cuisseau d'antilope, pas du tout. Ils se font la cour en se tapant dessus. C'est un rituel d'affrontement. Et ça a un sens. Ça, on le retrouve là aussi dans toutes les tribus, jusqu'en Sibérie. On se tape dessus. Et le sens, il est double. Le premier sens, c'est montrer quel va être le partenaire dominant du couple. Même si c'est pas des couples qui vont durer longtemps, mais quel va être le partenaire dominant. C'est celui, évidemment, qui tape le plus fort sur l'autre. Et puis, le deuxième sens, c'est que ça permet de repérer si le partenaire, il est courageux. Ou si c'est un lâche, ou si c'est un couard qui part en courant. Et à ce moment-là, on va pas s'allier, on va pas faire un enfant avec quelqu'un qui est lâche. Donc, pour ces femmes qui étaient guerrières, il leur fallait effectivement des guerriers costauds, courageux, et qui sachent taper. Donc, effectivement, on avait comme ça ces rituels d'affrontement, qui là aussi étonné les Grecs qui tapaient pas sur, enfin, je sais pas s'ils tapaient dans le gynécée, mais dans les rituels, il n'y avait pas un rituel où on se tapait dessus, quoi. Donc ça aussi, ça les étonnait énormément. Et puis, dans le problème là aussi, de la sexualité des Amazones, on a longtemps parlé d'une prétendue, c'est pour ça que j'ai mis prétendue, d'une prétendue homosexualité. C'est-à-dire qu'on racontait que les Amazones étaient essentiellement homosexuels. Ça, c'est une lecture moderne. C'est une lecture féministe moderne. J'en dirai juste un mot en conclusion de ça. En fait, quand on regarde les vases grecs, on se rend compte que, bon, elles sont elles combattent. Oui, ça c'est des tatouages. Elles combattent effectivement avec leur compagne. Elles chassent aussi avec leur compagne, mais à aucun moment on a des Amazones qui ont des gestes équivoques. Pas du tout. Donc ça déjà c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que les Grecs connaissaient très bien l'homosexualité. Puisque pour les Grecs, c'était une forme d'apprentissage sexuel, pour les jeunes garçons, pas pour les filles, bien sûr, mais pour les jeunes garçons, c'était un apprentissage sexuel. Donc ils connaissaient très bien l'homosexualité. Ce qui fait dire aux historiens, soit il n'y avait pas d'homosexualité chez les femmes, je ne dis pas que quelques-unes n'aient pas eu des amantes, mais de façon générale, elles ne pratiquaient pas l'homosexualité, donc les Grecs n'en avaient pas connaissance, donc ils l'ont pas mis sur les vases. Soit alors, ça c'est l'inverse, pour eux c'était tellement naturel l'homosexualité que c'était pas une pratique bizarre, donc ils ne voyaient pas l'intérêt de le dessiner sur les vases. Donc là, on ne sait pas, est-ce qu'il y a eu quand même homosexualité ou pas, on n'en est pas sûr, mais ce qui est vrai, c'est que ça a été une lecture moderne. Et je voudrais terminer cette conférence en vous parlant quand du fait que ces Amazones, ce qui leur a donné en fait à la fois leur identité, mais aussi la façon de combattre, c'était le fait que c'était une civilisation équestre. Et Lysias, 395 avant Jésus-Christ, il dit les Amazones furent les premières femmes qui montaient sur des chevaux pour combattre. Ils n'avaient jamais vu des femmes combattre à cheval. Alors Lysias, là, il se trompe, mais ça, il ne le sait pas. C'est que bien avant, en Chine, il y a eu des combattantes femmes, notamment au Xe siècle avant Jésus-Christ, et il y avait des combattantes femmes avec un général femme qui était Fu Hao, qui est connu en Chine, qui est peu connu effectivement dans nos contrées à nous. Mais ça, Lysias, effectivement, il peut pas le savoir. Lui, c'est la première fois qu'il voit des femmes qui montent à cheval. Et les chevaux
ont permis aux femmes, en fait, beaucoup d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'une femme à cheval, elle reste pas dans le gynécée, elle reste pas dans la tribu. Donc, elle peut effectivement bouger. Ça leur a permis, ça leur a donné, si vous voulez, une liberté de mouvement que n'avaient pas les femmes antiques qui, en général, étaient coincées à la maison. Et puis, une deuxième chose, c'est que pouvoir monter à cheval, ça voulait dire aussi pouvoir chasser, donc se nourrir. Donc, à ce moment-là, on n'était pas tributaire des hommes pour se nourrir. Et donc, ça, c'était très important. Elle devenait autonome d'un point de vue alimentaire, je dirais, parce que grâce au cheval, elle pouvait chasser. Et elle pouvait aussi combattre. Et à partir de là, on sait que une femme qui combat à cheval, une archère à cheval, ça équivaut à un archer à cheval. Elles sont aussi fortes qu'eux pour pouvoir effectivement aller à la guerre. Donc, ce qui a donné aux femmes, en quelque sorte, à ces femmes, ces Amazones, leur autonomie, leur indépendance, eh bien, en fait, c'est parce qu'elles sont une civilisation équestre. Et on voit ça dans beaucoup de tribus. Chaque fois que les femmes ont accès, effectivement, aux chevaux, à une civilisation équestre, elles deviennent indépendantes. Et là, je voulais juste vous montrer une dernière chose. C'est un anneau grec en or. Il est tout petit, hein, c'est un chaton de bague. Hein. Vous imaginez, hein, il est tout petit. Et on voit effectivement une Amazone qui est en train de chasser, parce que je vous ai toujours montré en train de guerroyer. Elle chasse, et vous voyez, elle monte accrue. C'est-à-dire qu'elle monte sans selle. Hein. On sait qu'elle montait sans selle parce que c'était la façon la plus, comment dire, pour les gens qui ont fait un peu d'équitation, c'est la meilleure des montes, hein, la monte accrue, parce que là, effectivement, on sent tous les éléments, effectivement, du cheval, et on sent les allures du cheval bien mieux, même si les Scythes ont inventé l'étrier. Hein, c'est eux qui ont inventé les étriers pour pouvoir se stabiliser quand ils tiraient à l'arc. Ils allaient au galop, ils se stabilisaient quand ils tiraient à l'arc, avant de tirer à l'arc. C'est pour ça qu'ils ont inventé les étriers. Mais on a effectivement ces Amazones qui ont enflammé effectivement les Grecs. Et dans les Kourganes, on a trouvé souvent des chevaux. Alors on ne sait pas s'ils ont été sacrifiés ou on ne sait pas exactement comment, mais on a trouvé des chevaux avec des ossements humains. Donc il y avait aussi des chevaux qui étaient enterrés et vénérés dans les Kourganes. Alors 2 mots de conclusion. En fait, c'est vrai que ces Amazones, c'est une histoire qui a traversé les siècles. Hein. Elles ont enflammé l'imagination des contemporains grecs et même romains. Et c'est vrai que si on fait un bref résumé, en fait, c'était des archères qui étaient indépendantes, qui se battaient comme les hommes, mais qui ne vivaient pas seules, comme on l'a cru longtemps, qui vivaient avec leurs compagnons dans des tribus. Ce qui est très intéressant de voir, c'est la façon dont le mythe des Amazones a été, travaillé par le temps. Au XIXe siècle, les hommes, essentiellement les peintres, mais aussi les poètes, ont montré les Amazones comme un monde à l'envers. C'est-à-dire un monde où les femmes se battaient et où elles étaient extrêmement agressives. On voit toujours des peintures d'agressivité. Elles étaient agressives par rapport aux hommes. Elles voulaient les battre, elles voulaient les dominer. Donc de la part des hommes, au XIXe siècle, l'Amazone, en soi, c'est quelqu'un qui veut dominer. Et au XXe siècle, la lecture qui a été faite, c'est une lecture féministe. Une lecture féministe qui tente à dire, avec des erreurs d'ailleurs, qui tente à dire que les Amazones, elles ont montré que les femmes pouvaient vivre sans hommes. Parce qu'elles pouvaient, se débrouiller elles-mêmes, elles pouvaient manger tout seules, elles pouvaient trouver effectivement de quoi manger, elles n'avaient pas besoin effectivement des hommes pour vivre. Ça, c'est une lecture féministe et qui est un peu en partie fausse, parce que quand on regarde, je l'ai dit à plusieurs reprises, les Amazones, elles vivaient dans des tribus avec des hommes. Je ne veux pas dire que de temps en temps, il n'y ait pas eu peut-être un petit groupe qui se soit éloigné et qui ait vécu seul, mais dans la grande majorité, et encore on n'en est pas sûr, dans la grande majorité, elles vivent avec des hommes. Et c'est pour ça que je vous ai mis, pour terminer, une figure que vous connaissez bien, enfin des gens que vous connaissez bien, les Femmes. Parce que les Femmes, en fait, elles sont nées en Ukraine. Les Femmes, c'est un mouvement de protestation
qui luttent contre le droit des femmes, qui sont de protestations en fait qui maintenant se développent un peu dans le monde entier, mais qui en fait sont nées en Ukraine avec Anna Ruchpol, qui a commencé effectivement à bâtir ce mouvement avec l'idée que en fait elle reprenait en quelque sorte l'héritage de leurs ancêtres amazones. Et c'est pour ça alors elles font beaucoup de provocations, mais c'est pour ça qu'elles sont seins nus. C'est pas pour montrer qu'elles ont des belles poitrines, pas du tout. C'est pour montrer que en fait elles se raccrochent évidemment au mythe des Amazones, de ces femmes guerrières qui ont été aussi importantes dans l'Antiquité. Bon, aujourd'hui, les pauvres femmes, on n'entend plus trop parler, mais on peut dire que jusqu'au moment où la guerre en Ukraine a éclaté, eh bien les femmes étaient particulièrement importantes et elles luttent toujours pour le droit des femmes. Donc on est bien dans cet imaginaire en fait militante féministe. Eh bien, merci beaucoup. Alors oui, évidemment, comme d'habitude, j'ai pas tout dit, parce que je ne veux pas alourdir les conférences. Est-ce que vous avez des questions sur lesquelles éventuellement je pourrais répondre? Oui? Alors, merci. Est-ce qu'il y a un lien entre la façon de monter à cheval, je pense aux Arlésiennes, monter d'Amazon, monter des gardiens? Est-ce que ça, c'est la première question? Je pense qu'il doit y avoir un lien de vue culturel. La deuxième question concerne les sites. Les sites, il y a beaucoup d'or, je crois. Oui. Et Jason, on parle de Jason qui était grec, Toison d'or. La toison, je crois qu'il recueillait l'or avec des peaux de mouton dans les rivières. Dans les rivières, oui. Donc, est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a un lien avec les questions que je vous pose, les sites, les Amazones, les Grecs et les gens, le mythe de Jason? De Jason. Voilà, merci. Merci. Bien, alors, on va commencer par la monte en Amazone. En fait, les sites, elles montent à cheval comme un cavalier. De toute façon, si vous montez en Amazone, c'est comme si vous mettez une chaise, effectivement, sur le dos du cheval. Et donc là, vous pouvez pas tirer à l'arc, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas combattre, vous allez tomber. Donc, elles montent pas en Amazone. Elles montent effectivement. Alors, elles montent en cavalier, quoi. Voilà. Et elles montent à cru. Elles montent à cru. En fait, le mot de monter en Amazone, ça vient de celle dont j'ai rapidement parlé, notamment de la reine Libuza et des bataillons qu'elle avait fait, elle, uniquement de femmes par contre, en Tchécoslovaquie, dans la partie tchèque, à Prague notamment, et où là, effectivement, elle, parce que c'était une reine et qu'elle ne combattait pas, elle envoyait combattre effectivement les bataillons de femmes, qui d'ailleurs se révoltaient contre les hommes, essentiellement, et qui avaient parce qu'elles étaient battues, parce qu'il y avait toute une série. Je vais pas parler de la guerre de Prague. On appelle ça la guerre des filles. Et donc la reine, elle était sur un trône en fait. Et donc d'ailleurs à Prague, il y a une statue de la reine Libuza. Elle est sur un trône. Et donc, mais comme quand même c'était une Amazone, on lui avait mis son trône sur un cheval. Donc effectivement. L'idée, la monte à cheval. Et on les appelait les Amazones. Elles ont été tout à fait persécutées, et ça s'est très très mal terminé. Tout à fait persécutées par la papauté et puis par les hommes. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est le problème de Jason et la toison d'or. Alors, on racontait qu'au bord de la mer Noire, il y avait des fleuves. Il y a des fleuves, et que dans ces fleuves, effectivement, il y avait des paillettes d'or. Et donc, le mythe de Jason et de la toison d'or, c'est qu'effectivement, il lave les peaux de mouton, et que sur les peaux de mouton, il y a des paillettes d'or qui vont s'accrocher, et donc il les ressort, et il va avoir de l'or. Alors, il est tout à fait possible qu'il y ait eu des rivières aurifères. Ça, c'est des choses qu'on connaît. Donc, ils aient pu récupérer de l'or comme ça. Pour les sites, alors, certains des bijoux sont en or, mais pas tous. On en a aussi qui sont en bronze. Toutes les tribus n'étaient pas aussi riches. Donc, il y avait sans doute des sites aurifères, mais il y avait aussi d'autres fois où ils travaillaient le bronze. Mais le mythe de Jason et la toison d'or, c'est en fait le mythe ça explique les rivières aurifères. Comment, effectivement, il y a eu, mais il y en a partout. Il y en a presque partout. Des rivières aurifères, voilà. Il les recueillait comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Avez-vous d'autres questions?
Non? C'est bon? Pardon, c'était la même. C'était la même. Sur l'Amazon. La monte en Amazon. Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie de votre accueil, de votre écoute. Voilà.